Le MMA est-il un sport bien jugé? Que changerait-on au scoring de cette discipline si on en avait le pouvoir? Inépuisable sujet de débat soirée après soirée, le scoring en MMA n'a pas fini de faire parler. Pour sa deuxième émission, Jab Culture fait le tour de la question et vous propose les solutions possibles pour améliorer le jugement en MMA. Générique. Aldric, deuxième épisode de Jab Culture, notre émission sur les grandes questions autour de la culture combat. La semaine dernière, on avait parlé des champions à l'UFC. John Jones doit-il être destitué? Islam Makhachev et sa situation. Là, on est parti sur un sujet très intéressant et qui rebondissait un peu sur ce qu'on s'était dit la semaine dernière, notamment notre débrief de la défaite de Manon Fiorot contre Valentina Shevchenko. Et cette idée, tu m'en avais parlé de, à la fin du cinquième round, un round très serré, des juges qui peuvent avoir tendance à juger sur l'ensemble du combat finalement, ce dernier round, parce que ils veulent que le combat aille dans un sens ou dans un autre. Donc on s'est dit, lançons un peu la base d'une réflexion sur le jugement MMA. Est-ce que c'est un sport bien jugé et qu'est-ce que nous, on changerait pour l'améliorer? Donc, je vais ouvrir la question de façon simple, Aldric, avec une question basique. Est-ce que pour toi, le MMA est bien jugé aujourd'hui? Non. Non, parce que sur les 3 dernières années, on pourrait peut-être chiffrer peut-être 13 ou 14 dingueries où on n'est pas d'accord avec le scoring, où le patron des organisations, Dana White, qui est tombé de la chaise. Donc clairement, il y a eu trop de combats qui ont été volés, de victoires qui ont été volées aux combattants qui ont travaillé dur pour essayer de l'obtenir. Donc clairement, il y a un problème. À partir du moment où tu as 1 ou 2 combats qui passent à l'as, l'erreur est humaine. Mais quand il y en a plus d'une dizaine, c'est plus compliqué. Alors on est basé, on va le rappeler, notre système du MMA sur le 10-point must system. Donc c'est le système qui veut que le vainqueur d'un round, donc le MMA est jugé round par round, on va rentrer dans ces débats-là intéressants, et le vainqueur de chaque round, on lui attribue la note de 10. On est sur le même système que la boxe anglaise, avec le vainqueur qui obtient 9 au moins, voire moins si la domination a été plus grande. Il y a aussi des cas très très rares, si jamais le round est à égalité, de 10-10, mais c'est des raretés dont on parlera plus tard. Déjà, c'est quand même un système qui est adapté à la base à la boxe anglaise, qui va, pour ses grands combats et ses championnats du monde, être sur 12 rounds. Avant, c'était même sur 15 rounds, contrairement aux 5 de championnat en MMA et aux 3 pour du MMA traditionnel. Déjà, tu penses que le système de la boxe est bien adapté à celui du MMA? T'as plus de temps pour faire vivre un combat en boxe, tu vois. En boxe, tu racontes une histoire sur 12 rounds. Là, c'est très rapide quand t'en as que 3. En fait, on s'est jamais posé la question, mais si c'était ça, je pense qu'il y a plusieurs axes d'amélioration et de solutions, mais est-ce que effectivement changer cette formule et peut-être marquer un seul point ou 2 points en cas de domination moyenne et 3 points en cas de domination importante, peut-être qu'il faudrait revoir ça, parce qu'effectivement, ce qui est valable pour un combat de 36 minutes entrecoupé de rounds n'est peut-être pas valable pour notre sport qui est spécifique. Et 90% des combats, ils ont lieu en 3 rounds. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui serait à revoir, effectivement. Dans ce système-là, tu prends un 18 au premier round en MMA, c'est chaud. Quasi au mieux, tu vas faire match nul. Sauf si tu arrives à finish avant. En boxe, tu prends un down au premier round, si t'es en championnat du monde, il t'en reste 11 pour te rattraper. C'est pas du tout la même histoire, tu vois. Exactement. Du tout. On va commencer par ça, par ce système-là des 18-19, en rentrant dans le détail. Je disais tout à l'heure, le 10-10, c'est pour un round notamment qui est supposé être nul. On n'en voit jamais. Il en faudrait de temps en temps, tu penses? Je pense que la différence significative, la plus importante entre la boxe et le MMA, c'est ça. C'est qu'en boxe, c'est rare d'avoir un round à égalité, mais malgré tout, il y en a quelques-uns. En MMA, c'est très souvent. C'est-à-dire que des rounds serrés arrivent en MMA, des rounds où personne n'a pris l'ascendant, il y en a, beaucoup plus qu'on ne croit. Et je pense que si déjà on acceptait cette égalité, en disant personne n'a fait la différence, on repart sur une page vierge au deuxième round, ça éviterait quand même bien souvent des erreurs. Ouais, moi je suis assez d'accord en fait. C'est une arme qui n'est pas assez utilisée. Il y a vraiment des rounds parfois où ça se joue à 1 ou 2 frappes près. C'est ça. Donc est-ce que tu es obligé de donner un vainqueur? Et là, ok, j'y vais, mais si c'est nul, c'est nul. Enfin, tu vois, si tu considères que personne n'a fait la différence, personne l'a faite. Dans notre sport à nous, ça arrive. Et je peux t'en citer vraiment tout de suite là, 50 des combats où j'aurais chiffré un 10-10 et ça n'a pas été le cas parce qu'il y a cette obligation de donner un vainqueur. Alors, moi, il y a une première proposition que je te fais on va en faire tout au long de l'émission et des différents thèmes qu'on va aborder. En boxe, pendant longtemps, un des 3 juges, c'était l'arbitre, qui était au centre des débats, avec 2 autres juges sur le côté. Puis, c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'arbitre fait que d'arbitrer pour qu'il garde son job en lui-même. En MMA, j'ai l'impression que ce serait encore plus un truc à faire que ça ne l'était en boxe à l'époque. Pourquoi? Parce qu'en MMA, jugé notamment de certaines phases de cage control, de grappling, quand t'es l'arbitre, t'es quand même dans une position, Aldric, ultra privilégiée pour voir ça. Le juge qui est de l'autre côté de la cage, pendant qu'ils sont au sol,
sur des scrambles ou des choses, il voit pas forcément bien. L'arbitre, il est au cœur du débat en MMA et il peut voir, selon moi en tout cas, beaucoup, beaucoup mieux, même les dégâts qui ont été faits, la vraie conséquence d'une action offensive, tu vois, d'une tentative de soumission. Moi, je serais assez pour que l'arbitre soit un des 3 juges, désormais. Par rapport à l'angle de vue, moi, je trouve la proposition intéressante. Après, regarde ce qui est en train de se passer au niveau arbitrage. Je veux dire, il y a eu des vagues de John McCarthy jusqu'à Marc Goddard aujourd'hui. Il s'est passé 1000 trucs. On a vu pas mal d'arbitres arriver au premier plan, puis disparaître. Et ça nous donne une idée de la difficulté qu'est être arbitre. Aujourd'hui, tu as Marc Goddard qui domine le truc. Pour combien de temps? On ne sait pas. Donc, est-ce que, vu déjà la responsabilité qu'ils ont, la pression qui est la leur, les voyages qu'ils font, il faut leur rajouter encore un truc? Je ne sais pas. Mais là où ça me plaît, moi, c'est pour l'angle. Je suis d'accord avec toi. Ça leur mettrait trop de pression? C'est ça que tu veux dire un peu? Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont une très grosse pression, ces arbitres, parce qu'il y a des combats arrêtés prématurément, il y a des combats qui n'ont pas été arrêtés assez tôt. Ils arbitrent souvent, donc ça, c'est bien, par contre. Souvent, les gens disent « Ah, mais t'as vu, Goddard, il était à l'UFC cette semaine, et la semaine prochaine, il est au Cage Warrior, et celle d'après, il est à l'ARES. » Ça, c'est bien. Parce que je pense que plus t'arbitres, plus t'es fort dans ta perception de ce MMA. Par contre, leur rajouter un truc alors qu'on voit que des fois c'est difficile, je sais pas. Là où t'amènes une réflexion supplémentaire, c'est l'angle. Je vais donner un exemple très simple pour nos auditeurs. Demain matin, il y a un mec qui frappe en low kick quand l'autre gars il met un direct au corps. Eh ben, si je suis de dos, je vais mieux apprécier le low kick que le coup au corps. Alors qu'on a vu avec Barry sur une de nos émissions ou avec la boxe en général qu'un coup au corps, il peut mettre fin au combat. Et en fait, l'angle de vue, à mon avis, aujourd'hui, est beaucoup plus important et beaucoup plus prédominant parce que des fois, c'est des juges qui sont pas adaptés. On le sait, c'est compliqué parce qu'en fait, personne n'est juge professionnel. Chaque commission athlétique, elle a ses juges. Donc, tu as des mecs, des fois, qui viennent du taekwondo. J'ai vu des dingueries avec des mecs qui viennent du ninjitsu. Donc, déjà, ça, c'est une première dinguerie. Mais en plus d'avoir un mec pas forcément adapté à ce sport, des fois, tu as l'angle dans lequel tu es qui te permet pas, et on en parlait avec le débrief de l'UFC 315, l'angle est pas bon et le public t'oriente mal. Parce qu'il crie sur un combattant et pas forcément sur l'autre. Et ça peut aussi laisser pas mal d'incompréhension. Et je te rappelle que les juges donnent leur score de chaque round après chaque round. Donc ils ont même pas physiquement le temps de revoir des actions, de voir des replays de trucs pour se dire ok, j'ai mal vu cette action-là, mais avec le ralenti, non, il faut te la donner tout de suite à ton avis. Ils ont une source d'information visuelle, mais on a vu que selon l'angle, elle peut être tronquée, et ils ont une source vocale, et on sait que ça peut être tronqué aussi. On voit le public qui crie parce qu'ils ont la hype d'un combattant, et même si ça touche pas ou ça touche dans la garde, tu vois. Donc si tout ça mis bout à bout, ça fait une source d'erreur qui est quand même importante. Non, et je peux entendre, tu vois, le truc de pas leur rajouter du boulot en plus. Être arbitre, t'as raison, c'est une galère déjà. Enfin, tu vois, vérifier que tout se passe bien dans la cage, qu'il n'y ait pas de faute faite par l'un ou par l'autre, faire appliquer le règlement, c'est une galère. Mais ils sont tellement plus dans l'action que n'importe qui d'entre nous, en fait, qui sont devant la télé ou les juges, peu importe où ils sont dans la salle. C'est tellement les seuls à vivre intensément ce qui se passe. Alors peut-être que la solution, c'est pas qu'ils soient juges tout le temps. Mais je délire avec toi en direct, hein, mais si on va dire un match est une split, 2 juges ont donné 2 vainqueurs différents, eh ben c'est l'arbitre qui décide. Ça peut, mais parce après, que lui est le mieux placé. La pression, elle est tellement importante. T'as peur de faire une connerie, tu dois être là pour essayer de repérer les gestes, comment dire, hors règle, tout simplement. C'est-à-dire que, tu vois, je vais parler d'un petit sujet vite fait dont on n'a pas parlé sur le débrief de Manon. Il y a ce fameux coup de genou au visage qui est pas forcément réglementaire de Manon. Mais il y a aussi Valentina qui s'accroche au grillage pour pas tomber plus d'une fois en cache contrôle sur des phases, tu vois. Quand j'ai revu notre débrief, on n'en a pas parlé. Non, alors que c'est évident. C'est pour ça que je reviens dessus. Ouais. Donc voilà, il y a 2 choses qui n'ont pas été vues par l'arbitre, l'un pour nous, l'un contre nous, mais c'est un fait de combat. Et c'est déjà tellement compliqué de pas repérer un mec qui met les doigts dans les yeux, de pas repérer un mec qui met les doigts dans les gants, de pas repérer quelqu'un qui attrape le short de l'adversaire parce que son propre short, on a le droit d'attraper. C'est pour sécuriser un grip. Donc c'est compliqué de leur donner en plus une responsabilité de jugement, je pense. Ou alors, mais on va l'ouvrir dans la deuxième partie de cette émission-là, ou alors, c'est parce qu'on se mettrait à juger le combat dans son intégralité. Et que là, l'arbitre, tu vois, avec moins de boulot, pourrait avoir son ressenti global sur ce qu'il vient de voir pendant 15 ou 25 minutes. Alors, je t'ai préparé un truc, moi, sur le combat dans l'intégralité, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est le ONE FC qui le fait, et les organisations asiatiques dans leur majorité,
comme feu le Pride. Donc on en parlera plutôt quand tu parleras du Pride. Ouais. Mais j'ai de quoi discuter, de quoi échanger avec toi sur ça. Je suis pas forcément favorable à la globalité, mais je t'expliquerai pourquoi. Je sais, après. tu sais que j'y suis. Donc ça va être un bon débat de deuxième partie d'émission. Mais 2 points que tu as déjà notés et qui sont importants. Déjà, la professionnalisation des juges, qui pour moi est un point essentiel dans les choses qu'il faut changer. Je me suis pris une petite sauce quand il y a eu Gane contre Volkov, le dernier, puisque j'avais dit, en soulignant, en rigolant, puisqu'il y avait beaucoup de controverses, tu l'as cité toi-même, c'est un des épisodes où Dana White lui-même a dit qu'il n'était pas d'accord avec le jugement, a été voir Volkov pour lui dire on va t'arranger le truc, enfin tu vois, on va te mettre bien parce que t'as été volé entre guillemets, mais si c'était serré, c'est pas un vol. Ils lui ont rien arrangé du tout. Et ils lui ont rien arrangé derrière, c'était juste pour faire beau pour les caméras. Ce soir-là, moi je me suis amusé à noter dans les 2 juges qui donnent, ou d'ailleurs, dans les juges qui donnent Gane, je sais plus si c'est décision unanime ou majoritaire, mais en tout cas dans les juges qui donnent Gane, il y a Adalaide Byrd, qui est une femme. Cette fameuse Adélaïde. Donc en fait, je me suis pris une sauce parce qu'un autre juge avait donné Gane et qu'on m'a dit tu fais de la misogynie, t'attaques. Non. Je m'attaque à quelque chose qui est factuel quand on aime la boxe anglaise. Pourquoi je citais le nom d'Adalaide Byrd? Adalaide Byrd, elle est connue notamment pour, dans le premier Canelo contre Golovkin, donner 118-110 à Canelo. Si vous connaissez la boxe, c'est une hérésie absolue. Pour beaucoup, c'est Golovkin qui a gagné ce match. Au mieux, tu mets un match nul. Là, on parle de 118-110 pour Canelo. Elle est juge de boxe professionnelle depuis août 82. Aldric, j'ai 42 ans, je suis né en septembre 82. Elle jugeait avant que je sois né. Elle est la femme de Robert Byrd, qui est juge pour la commission du Nevada également depuis 82, qui est arbitre également, enfin arbitre depuis 82, juge depuis 83. Il est toujours en place en tant que juge, mais il a pris sa retraite en tant qu'arbitre. C'est un des mecs qui a le plus de réseau dans la commission du Nevada. Tu vois, le couple Byrd dans le Nevada, enfin dans cette commission athlétique, ils font la pluie et le beau temps, ils sont vraiment très intégrés. Je vais être clair, Aldric, Adalaide Byrd, elle a rien à foutre à juger du MMA. Elle juge de la boxe. Déjà, elle est très limite en boxe, sur ce qu'on a vu. Elle en juge depuis 40 ans, mais c'est pas le même sport. Pourquoi? Parce qu'elle est introduite dans cette commission du Nevada, que son mari, c'est Robert Byrd, et qu'ils ont toute leur entrée, elle finit par juger des combats de pay-per-view, de main card, des Gane-Volkov, qui, pour le vainqueur, a une grande incidence sur est-ce que tu feras potentiellement la ceinture contre Aspinall, qu'elle soit intérimaire ou incontestée. C'est une folie qu'on n'ait pas des juges. Au niveau où est notre sport aujourd'hui, Aldric, c'est une folie qu'on n'ait pas des juges spécialistes de MMA. Je peux mettre une pièce en plus, hein. Sol D'Amato, c'est pas parfait non plus, hein. Non. C'est un mec de la boxe, C'est un pareil. mec de la boxe. Mais dans le Nevada, ils viennent tous de la boxe. T'en as pas des purs MMA. C'est une folie, ça. Mais t'en as nulle part des purs MMA. T'as des commissions athlétiques où c'est des mecs du karaté ou du taekwondo qui jugent. Ça, c'est un très gros problème. La professionnalisation, mais tu peux rien faire parce que chaque commission athlétique va t'amener ses juges. Et ça, déjà, c'est un gros souci. Au niveau de la perception de notre sport, c'est très compliqué déjà. T'en ferais quoi, en fait? On sait, là, que tu l'as dit, les juges, ils sont liés aux commissions. C'est pour ça que Dana White peut se permettre de gueuler d'ailleurs en conf, parce que c'est pas ses juges, en fait. Tu vois, Non, mais le problème. Est-ce qu'il faudrait des juges UFC? Mais oui. Et regarde, au début, les arbitres, c'était comme ça aussi. Et ils ont réussi à passer outre. Je veux dire, aujourd'hui, un mec comme Godard et son équipe, ils sont validés par toutes les commissions. Donc, il y aurait largement moyen de faire la même chose. Aujourd'hui, il faudrait juste qu'il y en ait peut-être un petit peu plus, parce que c'est un arbitre contre 3 juges. Mais il faut la même chose. Il faut, moi, mon avis, sans parler des modifications au niveau des règles, et on y viendra en deuxième partie d'émission. Mais déjà, la première partie, il faudrait qu'il y ait des combattants de MMA dans ce... Il faudrait professionnaliser, et crois-moi, cette génération de combattants que je vais appeler la génération Vitor Belfort, Mark Coleman, tous ces mecs-là, ils n'ont pas gagné leur vie dans ce sport. Je veux dire, aujourd'hui, petit back in the day, Christophe Midou, Cheikh Congo, ils ont signé l'UFC en 2011, si je dis pas de bêtises. À cette époque-là, le contrat UFC, c'était 3000 plus 3000. Et je parle de dollars. Donc, la grande majorité des athlètes qui ont performé à cette époque, hormis une ou deux grandes stars, n'ont pas bien gagné leur vie dans ce sport. Et aujourd'hui, sont vulnérables. Ils peuvent pas forcément entraîner, parce qu'en plus, les combats, c'était pas les mêmes, la santé, c'était pas la même. T'as des combattants qui sont quand même très abîmés physiquement. Quand tu vois des mecs comme Coleman, on dirait un vieillard aujourd'hui, tu vois. Donc, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas avoir des juges professionnels? Qui de mieux que nos pairs pour nous juger? Moi, je trouverais ça très bien. Et ne nous réfugions pas derrière les commissions athlétiques, parce que au départ, pour les arbitres, c'était le cas. Et ils ont vite trouvé une solution. Hein, parce qu'aujourd'hui, Godard, il officie partout, même au Brésil. Donc, la solution, on le dit, mais c'est peut-être ça. Avoir des gens vraiment formés, parce que tu sais que c'est une blague quand même, hein, la formation pour être juge de MMA. Quand tu viens de la boxe, comme les Adalaide Byrd que je t'ai cité ou Sol D'Amato, tu passes un stage
à l'ABC, la grande association des commissions. C'est un stage. C'est un peu comme quand toi ou moi, on fait un stage pour la sécurité routière. On n'est pas loin de ça quand même, tu vois. Voilà, il faut noter ça, voilà les critères, voilà les trucs. Tu as 2-3 situations pratiques. Si tu passes à peu près le cut, tu vas pouvoir aller juger des gros combats de MMA. Il y a pas une limite. C'est-à-dire si l'UFC avait ses propres juges, qui nous formaient, tu vois, ils forment des mecs pendant 3-4 ans, ils en font des machines de guerre de jugement, ils leur montrent 50 000 situations possibles et ils expliquent en quoi ça c'était bon, ça c'était pas bon. Et derrière, comme tu disais là, ils tournent avec eux. Plutôt que d'avoir des mecs du Nevada au Nevada, des mecs de France en France, c'est cette équipe de 15-20 qui tourne avec le grand cirque UFC. Ça pose problème pour toi, éthiquement? Ah non. Que le juge appartienne, tu vois, le juge soit jugé parti parce qu'il appartient à l'organe? Non. Moi, je pense que le premier axe de travail, c'est juge professionnel et qu'ils aient un retour télé pour au moins avoir 2 angles de vue. S'il y a le poteau, s'il y a un truc en face, tu vois, pour pouvoir apprécier d'une séquence. Mais je pense que le premier pas, c'est celui-là. Non, mais donc le coach en toi, tu vois, te dirait pas, si t'étais jugé par des juges UFC, on va dire, tu vois, t'es un combat de Manon contre une américaine, à la limite l'époque du combat contre Blanchfield, tu te dirais pas dans ta tête avant, non, les juges, tu vois, ils privilégieraient sûrement Blanchfield pour le côté hype américain. Est-ce qu'on va pas se faire parce que regarde, un mauvais arbitre, il est remercié par l'organisation. Pourquoi un mauvais juge serait pas remercié aussi? Donc moi, j'aurais cette garantie en se disant, voilà, l'organisation, ce qu'elle veut, c'est de l'efficacité et de la performance. S'ils viennent interférer, ils vont se faire virer. Parce que il y aurait un poids plus important. Là, Dana White, à part râler, il peut rien faire. Les commissions athlétiques, qu'est-ce qu'elles vont dire, qu'est-ce qu'elles vont faire? Alors que là, si demain matin, ils sont employés par l'orga, si t'es trompé, si t'as favorisé un combattant, t'es viré. C'est ce qui se passe, hein. Soyons honnêtes. Donc, je pense qu'il n'y aurait pas de parapluie là-dessus et ça mériterait d'être au moins honnête et impartial. Parce que, en plus, il faut savoir ce qui se passe dans les commissions quand tu fais des erreurs. Adelaide Byrne, tu crois qu'elle a été écartée après Canelo Golovkin? Ils lui ont juste pas mis des championnats du monde pendant quelques temps. On te met un peu dans l'ombre, mais tu continues d'aller prendre tes sous en tant que juge du Nevada, puisque en plus, c'est que des potes, tu vois, à l'intérieur de cette commission-là. Donc, il n'y a pas de sanction sur ça. C'est ça. Elle a pu continuer à officier, et même à officier dans le MMA. Elle peut gâcher la carrière d'un athlète sans être nullement inquiété, c'est absolument scandaleux. C'est quand même une folie, ça. Ça, faut changer, je pense que c'est un point déjà essentiel là-dessus. On parlait, avant de rentrer dans les règles à changer ou les choses, les critères qui sont en place, parce qu'en plus, c'est quelque chose qui a beaucoup fait débattre ces dernières années, Aldric, puisqu'il y a eu ce moment où les gens disaient, mais non, c'est les nouveaux critères, non, c'est les anciens critères. Tu sais que c'est une formulation bête qu'on dit quand on dit ça, c'est les nouveaux critères. Les critères, ils sont en place depuis 2016. C'est août 2016, la mise en place de ces critères. C'est juste que les juges ont mis du temps à les actionner dans leur jugement. Mais les critères, ça fait presque 10 ans qu'ils sont là. Donc, on rappelle, effectif, grappling et striking. Donc, striking et grappling effectif, c'est le premier critère. Aller vers un chemin de finalisation, faire du dégât, de l'impact, mais toujours dans cette but de recherche de finalisation, avec l'impact immédiat fort, qui est plus important que l'impact cumulé, global. Si il y a une égalité sur ce critère. S'il n'y a pas d'égalité sur ce critère, celui qui est devant dans ce critère, il remporte le combat. S'il y a égalité, on passe à l'effective agressive net. Donc l'agressivité effective. Quel point tu es agressif et que tu vas rechercher cette finalisation et à essayer de faire du dégât. Et s'il y a encore match nul sur celui-là, on passe au troisième qui est le fighting area control, donc le contrôle de l'aire de combat. La top position. Prendre le sort de la cage, avoir la top position quand on est sur le montée. Déjà, est-ce que c'est les bons critères pour toi, Aldric? Est-ce que tu préfères ces critères qui sont maintenant en place depuis plus de 10 ans, mais les juges, depuis, on va dire 3-4 ans, ils les mettent vraiment, vraiment en place? Ou est-ce que tu préférais les anciens critères, ou par exemple, le top contrôle, même sans aller vers une finalisation, rapportait plus? Moi, je pense que avec la modernisation du sport, les nouvelles règles sont mieux faites. Après, le cage control, la lutte, ça doit te servir pour récupérer une action ou être sûr de ne pas te faire attraper, tu vois. Dans le technico-tactique, bien sûr qu'il faut en faire, mais il faut l'orienter différemment. Aujourd'hui, ça t'amène plus la victoire directement. Ça te permet de fatiguer un adversaire qui pourrait frapper fort au niveau de la lutte. Être sûr qu'une fois que tu as dit 5 à 10 coups d'avance, bah, tu n'ailles pas tout perdre parce que tu te fais downer sur un échange. Je pense que, voilà, aujourd'hui, tu n'as plus la victoire directe grâce à ta lutte ou à ton cage control, mais il faut en faire une arme technico-tactique et je trouve que c'est bien fait là-dessus. Parce que, tu vois, par exemple, l'effective striking, donc le striking effectif, avec cette idée dont ils mettent bien. Moi, j'ai bien repris tous les critères sur mon document pour préparer le contrôle. Le dégât immédiat et fort est plus important que le dégât cumulé. On va prendre, ça s'est pas passé comme ça, mais Manon contre Valentina. Si Manon, pendant 4 minutes 50, fait que du cage control, où elle met ses petites frappes, qu'elle réussissait au clinch, qu'elle prend l'avantage sur ce dégât cumulé, mais qu'elle prend le down du 4.
Pour toi, le round doit aller à Valentina? Parce que dans les règles là, il va à Valentina. Il y a une règle. Après, c'est pour ça que je te parlais d'angle. Parce que sur un coup de pierre tourné, tu le prends dans la garde, tu tombes, est-ce que c'est un down? Mais tu vois, c'est là que je te parle d'angle de vue. C'est important, ça peut tout juger. Si tu te fais sécher pleine tête et que tu tombes inerte et que c'est le choc du sol qui te réveille, c'est logique que tu perdes le round quand même. Tu peux, mais, je veux dire, construire un round, gagner un combat, c'est brique par brique. Mais si au bout d'un moment, tu prends une rafale tellement grosse que toutes les briques, elles s'effondrent, ah oui, tu perds le round, c'est évident. Mais encore faut-il être sûr. Parce que des fois, tu prends un coup de pied, c'est la garde qui prend. Il y a certes un impact important, mais donc c'est ça que je te dis. Je pense que ça va dans la logique qu'un down te fasse gagner un round. Autant être sûr qu'il a eu lieu. Tu vois, parce que je peux te citer pas mal d'exemples où ça frappe dans la garde, il y a il y a une glissade, et c'est comme en boxe, hein, je te renvoie la balle sur la boxe. Il y a des fois, les mecs qui sont comptés, ils ont pas été touchés, ils ont glissé. C'est le dernier combat de Souleymane Sissoko. Autant le deuxième down qu'il prend, et il est même assez violent, il sort des cordes et tout. Le premier, il se prend ses pieds quand il est en train de changer de position, il est juste très mal placé au moment de prendre ce coup. C'est ça. Il est déséquilibré. C'est pas un vrai down, il est pas mal quand il tombe. Et t'es compté, et en boxe, il y a une incidence directe, mais comme tu l'as dit, il y a 11 rounds pour te refaire. Là, c'est super compliqué, puis ça te gâche tout le travail qui a été fait. Donc, oui, s'il y a un retour vidéo qui te permet d'être sûr, tu vois, c'est pas compliqué. Je veux dire, t'as la cage devant toi, t'as un petit doute sur l'angle, tu permutes sur un écran de retour. C'est pas très compliqué à mettre en place, tu vois, mais c'est nécessaire à mon avis. Et il faut relire. Pourquoi je t'ai noté aussi tous ces critères sur mon document? Parce que je voulais te relire mot pour mot ce document de l'ABC et la phrase exacte qui définit donc le premier critère, celui qui est censé 95% des combats vont se juger sur ce critère-là, puisque c'est très rare qu'il y ait égalité, tu vois, sur le striking ou le grappling effectif. En vrai, quand tu lis la phrase, il y a un côté lunaire, parce que c'est pas précis, quoi. C'est des grandes phrases, en fait. Donc je te lis, Aldric. Des coups légaux qui ont un impact immédiat ou cumulé avec le potentiel de contribuer vers la fin du match, avec le poids des coups immédiats qui compte plus que celui des coups cumulés. Des enchaînements successifs de takedown, de tentatives de soumission, de renversement, et réussir à prendre des positions avantageuses qui vont produire de façon immédiate ou cumulée de l'impact avec le potentiel de contribuer à la fin du match seront aussi pris en compte. C'est très générique. C'est générique et ça veut tout et rien dire. En fait, t'as l'impression que le mec qui a écrit ça, il voulait pas se mouiller, quoi. Tu vois? Ça veut tout et rien dire. C'est ça. C'est très, excuse-moi de parler comme ça et je m'excuse auprès de Lionel Brézéfin et de ses équipes, mais ça fait très protocolaire, très fédéral, tu vois, tout ça. Mais des fois, il faut pas oublier que ce que t'écris en fédéral, c'est pour présenter un projet des fois, mais là, ce que t'écris, c'est pour que des gens puissent l'appliquer. Et c'est plus compliqué à ce moment-là. Là, c'est plus compliqué. La fin de la définition est presque la partie la meilleure, puisqu'ils disent, et c'est important, il devrait être noté qu'un takedown réussi n'est pas seulement un changement de position qui t'amène au sol, mais une vraie attaque qui essaye d'amener vers une soumission. Donc ça, tu vois, c'est aussi mettre le distinguo entre le takedown qui sert à rien et le takedown où tu vas en faire quelque chose derrière. Et important aussi, la top position pour des fighters, notamment au sol, compte plus par ce qu'ils vont amener en termes d'impact derrière que par la position en elle-même. En gros, la position compte pas en elle-même. Donc tu vois, la fin de la définition, je trouve, est très précise sur ces deux points-là. Avant, c'est assez flou, quoi. C'est assez flou. Je vais pas te refaire les deux définitions d'après, mais l'agressivité, on est un peu sur la même. Tu vois, en fait, on est un peu sur un flou aussi. Il faut être agressif, essayer de finir le fight. Il faut être agressif de façon effective. Ça veut pas dire grand-chose, en fait. Non, et je pense qu'il faut le simplifier. En gros, aujourd'hui, la lutte, elle te permet plus de gagner un combat. C'est-à-dire que si tu es capable de frapper le mec debout et de prendre des touches, il faut le faire. Si t'es pas capable, il faut le mettre sur le dos et le tabasser sur le dos. Mais dans tous les cas, c'est juste un cheminement, la lutte. Soit elle te permet de conserver ton avantage, soit elle te permet de générer des dégâts supplémentaires. Mais aujourd'hui, la lutte n'est plus un chemin de victoire. De même que le sol. Tu as été amené au sol. La tentative de soumission, de renversement, elle doit t'aider à refaire ton retard. Mais tu peux pas te dire aujourd'hui, je vais gagner un combat en le soumettant, parce que si tu l'as pas soumis et que tu as pris des frappes, tu as perdu ton combat. Donc aujourd'hui, la recherche de victoire, c'est les frappes. Les frappes et les frappes. Et derrière ça, c'est à toi de faire ton game plan pour que si t'es pas capable de frapper debout, tu puisses frapper au sol et vice versa. Mais en fait, ce changement de règle en 2016, c'est clairement une
une désolidarisation un petit peu des lutteurs qui dominaient d'ailleurs le game à cette époque, tu vois. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Et je pense que si on expliquait comme ça aux juges, il y aurait une meilleure lecture de ce sport parce que tu sais même pas quelle règle c'est. Il y a des combats où ça s'est que dominé en top position et il y a eu peut-être une ou deux frappes un peu fortes, mais les mecs n'arrivent pas à prendre ça en compte et ils jugent le round sur la globalité et ils disent ah ouais mais attends il s'est fait emmener au sol, il a perdu. Alors que littéralement c'est pas le cas. Et puis alors, quand tu relis ma définition, va être entre deux mecs qui ont mis une petite session de coups au sol chacun, va définir lequel a été dans l'impact immédiat qui va le plus rechercher la fin du combat. Surtout sur des frappes au corps ou aux jambes. Tu vois, Total. À la limite, au visage, l'indicateur, c'est le down ou ce qui se passe juste après avoir l'impact. Mais aux cuisses, comment tu veux comprendre? Ou au corps, s'il tombe pas, comment tu veux comprendre? Et si en plus le juge n'a pas, lui, cette appétence, tu vois, à juger les coups, notamment au corps ou machin. Compétence, angle de vue, c'est la recette pour un saccage complet au niveau d'une carte des juges. Tu les changerais, les critères, aujourd'hui, sur ça? En fait, j'ouvre la discussion sur un truc important, parce que c'est le cas en boxe. Je trouve que c'est lunaire que la défense ne compte pas. En MMA, tu veux dire? Ouais, que dans aucun des critères, la défense ne soit présente. En fait, je pense qu'on parte tellement loin. Soit tu tires un trait et tu changes tout, soit je pense que... T'as compris qu'on était là dans ça, Aldric, aujourd'hui? Soit tu adaptes un petit peu, tu mets un petit peu plus de compréhension, de lisibilité dans ce que tu as énoncé précédemment, en te disant carrément, voilà, c'est les frappes qui comptent. Et en cas d'égalité de frappe, on regarde les tentatives de finalisation. Tu vas essayer de simplifier un petit peu en s'engageant un peu plus dans le discours. Mais moi, je vois la solution ailleurs et on y reviendra une fois que tu m'auras parlé du Pride. Je te lâcherai mon jeu et mon ressenti là-dessus. Mais là, donc tu me laisses sur ça pour le suspense pour la défense. C'est ça. Moi, la défense, je la mets en compte. Ouais, mais en fait là où je dis que c'est compliqué, c'est que c'est quoi une défense? Est-ce que tu vois, parce qu'en boxe anglaise, c'est facile d'apprécier parce que les frappes sont avec des gants en boxe. Là, est-ce que checker un low kick, c'est le défendre? Est-ce que montrer le quadriceps, tu vois, les notions, c'est plus compliqué. En boxe anglaise, c'est oui ou non. C'est-à-dire que soit c'est bloqué, soit c'est esquivé. C'est un peu binaire. Là, il y a en MMA, je prends un coup de genou, mais je mets la main. Tu l'as pris ou tu l'as pas pris le coup de genou? Le low kick, il arrive. Alors, si tu mets le tibia, c'est bloqué ou c'est pas bloqué? Si tu mets la cuisse, mais le devant de la cuisse, le quadriceps, tu risques pas d'être KO. Donc, en fait, c'est un peu plus compliqué. À partir du moment où il y a du pied-point, du clinch de Muay Thai, qui a une incidence sur les takedowns, je trouve que c'est plus compliqué de valoriser la défense. Pareil pour le sol. Est-ce qu'il faut compter que les coups esquivés? Est-ce que si tu vas mettre la main sous l'aisselle, c'est une défense? Il y aurait plus de notions et ça rendrait une difficulté supplémentaire d'acquisition au niveau compétences. En fait, il y a certains trucs. Ça me paraît fou que quand José Aldo arrête les 16 takedowns de Merab, qui fait à peu près tomber tout le monde depuis 10 combats, eh ben ça soit pas compté en positif. Je suis d'accord avec toi. Une défense de takedown, ça devrait donner un petit avantage dans le combat. Sauf qu'aujourd'hui... Ça veut pas dire que ça le fait gagner, tu vois. Mais oui, je suis d'accord. Mais que ce soit dans la colonne des plus. Mais en fait, le compliqué, c'est de le matérialiser sur une feuille de papier. C'est pour ça que je te dis, avec des juges pro anciens combattants, ils vont le faire naturellement. Tu leur dis, voilà, en cas d'égalité, c'est les actions déterminantes qui font. Ils vont dire, ah ouais, mais attends, il a défendu la lutte. Ah oui, tu vois. Mais ça, il y a qu'un fighter pro pour le comprendre. C'est ça. La difficulté de notre sport, c'est que c'est un sport qui est jeune et qu'aujourd'hui, un juge de boxe anglaise, pour lui, un takedown raté, c'est un takedown raté. Il sait même pas, je pense vraiment que des mecs qui viennent de l'anglaise savent même pas comprendre si c'est un takedown raté par celui qui l'a initié ou bien défendu, tu vois. Ou une défense pour eux, réussie. Il y a eu un takedown, c'est pas passé. Point. Si je pousse l'exemple que je viens de te donner, en fait, c'est lunaire. Un round, Merab Aldo, où Aldo aurait arrêté 10 takedowns de Merab. J'ai plus tu vois, sur les 3 rounds qu'ils ont fait, j'ai plus je sais pas s'il y en a un où il en a fait 10. T'arrêtes 10, et à la fin, Aldo met un enchaînement droite-gauche à Merab, et en fait, le juge, dans son petit truc, il dit, alors, ce que je note pour Aldo pour ce round, c'est 2 frappes à la... C'est incroyable. C'est pas possible, ça, en fait. Je suis d'accord avec toi, mais il faut beaucoup d'appréciation, beaucoup de maturité pour comprendre. Faut savoir qui t'as en face, faut savoir que c'est Merab, et tu vois que ça... Je suis d'accord. Et là, on a critiqué la France, mais aujourd'hui, si tu regardes nos juges arbitres, alors on en a un peu plus. Il y a des gens que à qui j'ai envie de faire une petite passe D, là, tout ce qui est Christophe Chapuis, tout ça. C'est des mecs qui ont été fighters, qui ont une topologie, et eux, ils sont quand même capables de comprendre notre sport parce qu'ils l'ont pratiqué. Mais il y a encore des gens qui n'ont rien à faire aux tables de juges, parce qu'ils viennent du jiu-jitsu brésilien ou voire pire du karaté, et ils sont aussi juges sur la FMRF parce qu'il y a pas assez de candidatures. Donc là, c'est déjà un message. Tous nos glorieux anciens qui n'ont pas choisi de faire du coaching, pourquoi ils deviennent pas juges en France? Et il est là le problème majeur, tu vois. Et il y a un point aussi, moi je pense, parce qu'on est des vieux de la vieille qui avons regardé le MMA avant, c'est vrai que soit changé et mis en application. Je pense que des fois on regarde mal le MMA par rapport à ça.
C'est que je pense à eux, et gros big up à nos commentateurs de RMC, Antoine et Taylor. Et parfois, je me souviens d'être en plateau avec eux et de les entendre dire, à la fin d'un round, ah mais là, sur ce round, c'est lui qui a le temps de contrôle. Mais en fait, ça ne sert à rien de dire ça. C'est ça. Puisque c'est le 3e critère et qu'il faudrait que les 2 premiers soient à égalité, ce qui n'arrive jamais en vrai, dans la réalité d'un vrai combat. En fait, tu vois, on s'attarde sur des trucs qui ne comptent pas. Parce qu'en fait, si la top control n'a pas amené à une recherche de soumission vraiment poussée, en vrai, ça sert à ça rien fait ce que partie de tu viens notre de dire. éducation. Comme on l'a dit précédemment, jusqu'en 2015-2016, c'était les lutteurs qui dominaient. Et nous, on se faisait souvent couillonner, d'ailleurs, la France, à cause de ça, tu vois, sur les takedowns, sur un ensemble de choses, quand on allait ne serait-ce qu'au Royaume-Uni. Et ça, et on voit que ce soit Antoine ou Taylor, c'est des vieux de la vieille, tu vois, ils connaissent ce sport depuis des années. Mais on a été éduqués comme ça. Georges Saint-Pierre, c'était le premier, il finissait toujours ses rounds par un takedown pour marquer l'esprit des juges. Et quand son éducation du MMA, c'est celle-là, bah, t'as tendance à raisonner de cette façon, tu vois. Mais tu vois, c'est pas un reproche à eux, on pense tous pareil. Non, nous qui avons été éduqués à ce vieux été MMA, éduqués comme ça. quand je vois du temps de contrôle, je le mets dans ma colonne des plus. Alors qu'en fait, ça vient à la toute fin. En fait, le MMA, il n'a pas démarré par ça, puisque les glorieuses du Pride de 2000 à 2006, et la lutte, on n'en avait rien à fiche. Il n'y avait pas de cache control parce que c'était des cordes. Et tu vois, et bientôt, ils auraient inventé le rope escape comme il y a au Power Mangas. C'est-à-dire, tu touches la corde et tu te relèves, ça ne nous aurait pas choqué. L'importance de la lutte, elle est arrivée sur la génération juste post-Pride. Et l'UFC de cette époque, pour ceux qui regardaient. C'est vrai que si je te dis, est-ce que tu as vu Carlos Newton, Matthews, je pense qu'il y a des gens, dites-le en commentaire si vous avez vu ce combat à l'UFC. Il y a peu de gens à qui ça va parler, parce qu'à cette époque-là, l'UFC n'était pas médiatisé. Donc, sur la période post-Pride, on nous a nourris à un UFC où la lutte était hyper dominante. À part des Chuck Liddell, qui ont un petit peu marqué les esprits de cette époque, tu avais beaucoup de mecs qui faisaient tomber et qui gagnaient les rounds en contrôlant. Donc on a été éduqués comme ça, et effectivement, aujourd'hui, c'est toujours dans un coin de notre tête quand on regarde un combat de MMA. Notre dernier gros débat, il va être par rapport au Pride. On le tease depuis tout à l'heure. Je t'ai fait une passe D, là. Mais non, j'ai un dernier point avant qu'on rentre dans ce débat-là. C'est les scorings qu'on fait de tous ces critères qu'on a dit depuis tout à l'heure. La majorité, c'est des 19. Il y a parfois des 18. Donc on rappelle que 18, il y a 3 critères pour pouvoir donner un 18, qui est donc l'impact, les dégâts, la domination et la durée. Si tu en as 2 sur 3, normalement, tu peux déjà considérer très fort de donner un 18. On donne pas assez de 18, non, Aldric? On donne pas de 10-10, on donne pas de 18. BSD Prépolek round 1, c'est un 18. Je suis d'accord. Parce que Prépolek, il met aucun coup pour se défendre, en fait. Mais et quand tu lis les règles comme ça, même s'il n'y a pas une ultra domination, c'est-à-dire qu'au niveau de l'impact et tout, c'est un 18. L'autre, il se défend pas. Pour synthétiser un peu ce que tu dis, je pense que avant de parler de révolutionner le game, il y a 2 choses très importantes. 1, on donne pas assez de 10-10. Et 2, on donne pas assez de 18. Et c'est déjà important. Sans aller chercher à modifier tous les critères et tout, je pense que globalement, un round serré, bah, c'est 10-10. Tu veux faire mieux? Soit tu prends des risques à vouloir accélérer à la fin dans les 30 dernières secondes, mais ça t'expose à un contre. Soit tu laisses ça à 10-10 et tu te gardes pour le round d'après. Donc ça, c'est important. Et pareil, valoriser un mec qui a fait une grosse diff, qui lui a roulé dessus pendant 5 minutes et qui a failli le finir, c'est un 18. Donc Et voilà qui n'est les pas deux obligé problèmes. de 5 minutes, Aldric. Puisque dans la règle, il y a bien marqué qu'un 18, t'es pas obligé d'avoir dominé les 5 Bien minutes. sûr. Il faut un temps concret dans lequel tu domines pendant ce round-là. Et tu es presque prêt à mettre fin au combat. Et puis voilà. Mais tu vois, aujourd'hui, je pense que voilà, ce round à 10-10 et cette différence significative d'un 18, bah on s'en sert jamais. T'imagines, ça représente combien de pourcents? Entre juste le 10-10, je pense qu'il doit y en avoir un par an, et des 18, il y en a quoi? Même pas 10 dans l'année sur 44 événements UFC de 12 combats. Complet. Et t'en viens, moi j'en souris, mais on a des discussions parfois où j'ai des mecs qui maintenant ont automatisé, comme c'est en plus le même point de système que la boxe, il a pris un down, c'est 18. Alors que le reste du round n'est pas du tout, tu vois, à l'avenant d'un 18. Parce qu'ils ont automatisé le truc de la boxe, t'es down, 18. C'est ça. Alors Non, que tu peux c'est très pas bien ça un avoir, 18. renverser ça par de la domination, au sol, t'as tapé, t'as essayé de finir. Mais c'est pour ça que je te dis, il faut vraiment séparer les 2 sports, c'est pas les mêmes, pas du tout les mêmes. Et je vais même plus loin, Aldric, il y a des rounds, c'est des 17. Quand Mais tu ça lis la devrait. vraie règle du 17, donc le 17, je l'ai repris, c'est quand un combattant overwhelms, donc tu vois, il prend le dessus complètement sur son adversaire dans l'effectif striking ou grappling, and stoppage is warranted. C'est-à-dire qu'on aurait pu arrêter le combat. Combien de fois ça nous est arrivé, Aldric, devant Des 17, il faudrait ressortir sur MMA décision, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. devant des fights, de nous dire, ils auraient dû arrêter là. Et puis finalement, il s'en sort, l'arbitre voit mal le truc, l'autre prend un second souffle. C'est ça un 17. Donc devrait plus y avoir de 17 également dans certaines situations. Tu as tout dit là. Je pense qu'avant de s'attaquer à la façon de juger ou aux conséquences de ces jugements, déjà tu modifies juste ça. C'est-à-dire que tu insistes sur l'égalité possible et tu
pousse quand il y a une domination importante, tu as déjà fait pas mal de travail. Bon, on rentre sur le dernier gros débat là-dessus. Le Pride, tu le cites depuis le début, c'est quelque chose qui nous parle. C'est sur l'affiche derrière vous, pour ceux qui auront reconnu. Vous avez vu qu'on commence à les décorer, les studios Ricordia à Nice. Le Pride jugeait le combat dans son entièreté quand il arrivait à sa fin, quand il n'y avait pas un finish dans les 3 rounds. Rappel, précision très importante sur le Pride, au-delà des règles, les stompes, les penalty kicks, qui sont des règles différentes de celles unifiées du MMA aujourd'hui. Mais si on parle que de jugement pur et d'organisation du combat, le premier round durait 10 minutes. C'est ça. Ensuite, il y avait des pauses de 2 minutes entre les rounds, et non pas une, donc, contrairement au MMA qu'on a aujourd'hui. Et les rounds 2 et 3 duraient 5 minutes. Si tu n'avais pas de finish à la fin de ce 3e round, on jugeait l'entièreté du combat. Bonne ou mauvaise idée, Alok ? Alors, là, je vais être un peu bizarre dans ma réponse, dans la mesure où je trouve que pour le Pride, c'était bien. Pareil, on analyse, chez Jab Life, on analyse les faits. Il y a eu peu de dingueries au final au Pride en termes d'arbitre. Il y a quoi ? Il y a un Sakuraba Mesguer peut-être et 2-3 trucs où ils ont plus fait durer des combats dans les prolongations qu'il n'y avait pas, mais sinon des dingueries de juges, il n'y en avait pas forcément. Donc sur le papier, j'aurais envie de te dire, bah Alex, c'est bien, il y a eu très peu de dingueries. Est-ce qu'il n'y a pas eu peu de dingueries parce que le round de 10 minutes, il mettait tout le monde d'accord aussi, tu vois ? Donc pour le format du Pride, je pense que c'était très bon. Aujourd'hui, je trouve que ça laisserait la porte ouverte à trop d'incertitudes. Déjà qu'on a des juges qui sont pas optis. C'est-à-dire qu'en fait, dire que tu juges sur l'intégralité, c'est être capable de dire « Ouais, mais il a fait un gros forcing sur le 3e, donc il prend tout le combat. » Ça me gêne. Ça me gêne parce que, notamment sur un championship fight de 5 rounds, tu as le droit d'avoir un coup de mou. Alors, si tu as survécu à un down au 5e et que tu as gagné les 4 premiers, aujourd'hui, tu es quand même récompensé de ce que tu as fait. T'imagines, tu viens de te faire sonner, t'es passé près de la mort, t'arrives à faire tomber, à garder le combat au sol et à survivre. Et là, on te dit du jour au lendemain, ah ben non, en fait, t'as perdu. Parce que sur la globalité du combat, il y a Adélaïde qui t'a mis perdant. Ça laisse une clé de cheat trop importante pour moi. Mais force est de constater que sur le Pride, et ces années du Pride de 2000 à 2006, il n'y a pas eu de tant de dinguerie que ça quand même. Tu vois, je suis assez d'accord. Donc sur ce format-là, c'était parfait. Alors, t'as des différentes choses qui s'ouvrent en fait dans cette discussion-là, parce que on rappelle dans l'interview qu'on avait fait à Montréal avec Georges Saint-Pierre, on parle un peu de ces sujets-là, et lui, il nous disait carrément enlever les rounds. On fait plus qu'un round de 15 minutes ou un round de 25. Je trouve que c'est une dinguerie totale. J'avais bien l'idée que le Pride y ait quand même des rounds, avec d'ailleurs 2 minutes de repos, tu vois, pour encore plus récupérer entre les rounds. Pour le spectacle, pour le physique des combattants aussi, voilà, pour leur intégrité physique, je pense que c'est bien de garder des rounds. Par contre, j'adore l'idée de juger sur un combat. Je pense que tu fais beaucoup moins d'erreurs à juger sur un combat dans son entièreté que le système du round par round avec le point 19 dont on a dit, et comme on a dit, qui est pas très adapté au MMA, quoi. Sur 3 rounds, suffit qu'il y en ait un qui est basculé parce qu'il y a une accélération de fin, machin. Tu vois, tu peux avoir un résultat qui reflète pas du tout l'intégralité d'un combat. Attends, avant de te faire une autre proposition, on reparle 2 minutes de ce que j'ai dit. J'ai dit que sur le Pride, c'était bien parce qu'il n'y avait pas beaucoup de dingueries. Est-ce que c'est grâce aux règles ? Parce que quand tu es fatigué, un stomp kick dans la tête, ça n'aide pas. Est-ce que c'est grâce au round de 10 minutes il y a beaucoup de combats quand même qui sont finis dans ce premier round parce que 10 minutes, c'est dur. Ou est-ce que c'est le match-up qui était des fois, dans la globalité, les match-up qui étaient, pas bien faits. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu peu de décisions litigieuses. Maintenant, on parle d'un truc 2 secondes. Je vais pas me faire des copains, mais est-ce qu'au One, qui utilise la même règle, on va dire, il y a des dingueries en termes d'arbitrage ? Là, par contre, je te réponds oui. Et pourtant, ils ont le même système, tu vois. Et pourquoi je te dis ça ? Parce que je pense que ce privilège de pouvoir dire « Ah bah ok, il a perdu 2 rounds, mais quand même, à la fin, il a accéléré », c'est trop dangereux. Et si on regarde ce qui se passe au Japon, ça s'entend quand même. Mais au Japon, il y a une autre culture martiale. La plupart des juges, quand même, ils sont pas mauvais. Il faut reconnaître, au Japon, la plupart des gros organes travaillent sur la globalité, mais tu as quand même pas mal de combattants de MMA qui deviennent juges. Il y a une connaissance de ce sport qui est quand même plus importante. Très professionnelle aussi. Que ce qui se passe sur le continent américain ou chez nous en Europe. Donc, je dis attention. C'est vrai que ça s'entend. Si demain matin, on se dit, il n'y a que des fighters de MMA qui jugent, ils sont formés par l'UFC, ils sont professionnels, on juge sur la globalité, il y a moins de risques. Mais avec, j'allais dire un mot grossier, mais je vais me reprendre, avec les ventriloques qu'on a en tant que juge aujourd'hui, je pense que c'est quand même risqué que ça empire les choses plus que ça ne les améliore. En fait, j'envoie un exemple marrant, c'est Montréal, je trouve. Aldo Zahabi. Ouais, il a fait couler beaucoup d'entre fait parler, combat, tu vois. ouais. Moi, dans la salle, j'ai aucun doute que c'est Aldo qui a gagné les 2 premiers rounds, donc a pris.
Par contre, Aldo, il est plus là dans le 3. Il est vraiment, il y a un moment, tu vois, et tu sens, il a plus de cardio, il prend une pelletée, l'autre est remonté, si je me souviens bien, il prend une pelletée de coups. Et pourtant, il down, hein. Il down au 3 et il finit très mal après. Donc, tu vois, cette séquence-là est tellement forte que je pourrais entendre un mec qui, sur l'intégralité, me dit c'est tellement fort à la fin que je peux le donner à Zahabi. Mais sur les rounds là, j'avais zéro doute que c'était Aldo qui avait pris les deux. C'est compliqué, 1 et 2, c'est compliqué. Et à la fois, je peux entendre sur l'intégralité aussi que tu me dises c'est Aldo, parce que le 1 et 2, il est devant. Donc, toi, ça règle pas grand-chose. Quand tu as des situations si compliquées que ça, ni l'une ni l'autre sont des bonnes solutions, en fait. Je te fais une proposition. Demain matin, tu continues à juger comme ça, tu affines un petit peu ce que tu nous as lu tout à l'heure, de façon à ce que ce soit plus compréhensible et plus reproductible par un lambda, et tu fais la même chose qu'à l'Octogone, ou ce qu'ils avaient parlé de faire au PFL en 2018 et qui n'est jamais allé au bout, tu juges en open score. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque round, le combattant, tu l'informes pas forcément. Tu informes le staff. Comme ça, tu lui dis pas. Après, c'est ton problème avec ta perception de ton fighter. Tu sais que si tu es devant ou si tu es en retard. Tu as un jugement, tu commences à comprendre. Ça te permet aussi de rentrer dans la tête des juges. C'est-à-dire qu'à la fin du premier round, tu sais si tu l'as gagné ou si tu l'as pas gagné. Si tu dois faire des ajustements techniques, tu les fais en live. Ça demande t'as raison, parce que, en plus, tu comprends ce qu'aiment les juges. Exactement, tu vois, ça te donne vraiment un chemin de victoire. Tu dis, ah ouais, attention, ce juge-là, regarde, on perd le round alors qu'il n'y a que de la lutte, il est réceptif à ça. Donc, ça te donne un chemin sur son interprétation du combat. Tu sais où t'en es. Donc, tu sais si tu dois prendre des risques au deuxième ou pas, parce que tu perds 2 rounds d'affilée, t'as perdu sur un 3 rounds. Donc, moi, je pense que ce qu'ils font à l'Octagone, pourquoi ils le font, je sais pas t'expliquer. J'ai regardé l'Octagone. Dans ma tête, je me posais la question, est-ce que c'est un choix de l'orga ou est-ce que c'est un choix des commissions athlétiques de l'endroit d'où est née l'organisation? Je pense que c'est un choix de l'orga. Ouais, moi aussi. Je suis pas sûr à 100%, puis je lis pas très bien la langue de l'octogone, de tchèque. Donc, je sais pas, mais moi, je pense que ça fait vraiment une très grosse diff de savoir où t'en es. Donc, t'es complètement pour cet open score. Ouais, parce que c'est vrai que c'est un des autres débats qu'on allait ouvrir. On reprend. C'était André dit Dédé Perderas qui était dans le coin de José Aldo à Montréal. Je pense qu'il est persuadé qu'il gagne les 2 premiers. Oui. Donc, il met pas au feu quand Aldo tu lui dis qu'il y aura partout. Exactement. Okay. Ouais. Si à la fin du deuxième, on lui dit, oh José, c'est 1-1. Est-ce que, je sais pas ce qui s'est passé, mais est-ce que le troisième, il n'est pas fait différemment de la part de José Aldo qui se dit peut-être, je prends mon temps et j'accélère dans les 2 dernières minutes. Tu vois où je veux en venir? Là, pour lui, il s'est dit, j'ai gagné. Mais ça me permet de rentrer direct. Qu'est-ce qui se passe? Ça change ta façon d'aborder l'inter-round du dernier round si tu sais qu'il y a 2-2 pour 2 juges? Moi, j'étais quasiment sûr en fait, si tu veux, j'ai un problème, moi, avec ça. Je me trompe rarement. Daguerre, Axel, je pensais vraiment qu'ils avaient donné 18 et j'étais quasiment sûr que s'il fallait absolument gagner ce 5e pour passer, tu vois. Et pareil pour Manon. Je pense vraiment qu'on est devant et qu'on perd le 4 sur les dernières secondes. Donc, il y a 2-2. Mais j'ai du mal quand même à l'affirmer parce que imagine, tu te trompes, Alex. Et oui, t'es pas sûr. C'est-à-dire que tu dis à ton athlète, gagne celui-là, t'as fini. Alors qu'il fallait finir. Il peut t'en vouloir. Tu dis à ton athlète, là, il y a égalité, il faut, et ça se passe pas. En fait, c'est une trop grosse responsabilité pour spéculer. Moi, souvent, je suis pas très loin, parce que j'arrive à avoir une compréhension de ce sport. En même temps, ça fait 25 ans que je le fais. Mais c'est compliqué. C'est de spéculer et de dire à ton athlète, crois-moi, c'est ça. Si tu te trompes, qu'est-ce que tu lui dis le lundi matin à la salle? C'est pour ça que je prends ton exemple là, parce que je trouve qu'il est très frappant. Il y a une énorme diff entre être à 2-2 et si tu prends ce 5e round, tu peux être championne, ou être à 3-1, et si tu la finis pas, c'est mort. Tu vois? Les différences, c'est énorme d'approche sur les 5 dernières minutes. C'est pour ça que je te dis, cet open score, moi, il me plaît bien quand même. T'aurais aimé l'avoir ce soir-là. Ouais. Que tu saches sûr, et que tu puisses dire à Manon, il y a 2-2. Ouais. On en est sûr. Bah oui, parce qu'au moins, après, fais ce que tu veux, tu vois, c'est ton destin t'appartient. Mais là, c'est compliqué. On sait qu'il y a des dingueries au niveau des juges. Regarde, il y a un juge qui donne le 5, l'autre, il donne pas. C'est très compliqué. Et aller spéculer sur ces mecs-là qui savent. En plus, regarde, il y a des exemples où on a vu des juges à défaut de regarder leur téléphone ou regarder à côté de l'action. Ne serait-ce que 30 secondes, ça suffit. Donc, spéculer sur ces gens, quand je dis ces gens, c'est pas péjoratif, c'est sur la globalité de ces juges, c'est trop compliqué. Avec l'open score, tu sais où t'en es, c'est clair, ça existe dans plein de sports, et notamment dans certaines boxes pieds-points, je crois, amateurs notamment. Moi, j'aime bien l'idée. J'aime vraiment bien l'idée. Ouais, je suis assez fan aussi. Et 30 secondes, t'es gentil. Je reste très charitable, je citerai pas de nom, mais j'ai vu en boxe anglaise des folies furieuses en termes de juges. Des gens qui ne regardaient à peine le combat. C'est ça. Vraiment intéressés par autre chose. Tu peux pas te substituer à ces gens-là. S'ils disent ils écrivent une dinguerie et toi tu dis le contraire à ton fighter, il y a une forme de perte de confiance qui peut s'instaurer après, tu vois. Je pense que notre rôle de head coach et d'homme de coin, c'est de jamais mentir à l'athlète. Moi, quand il me demande,
Moi, pour moi, tu as perdu ce round. Moi, pour moi, tu l'as gagné. Mais c'est pour moi. Ils le savent très bien. Il n'y a pas d'affirmation globale. Donc, arriver, porte de 5e, et tu dis, gagne ce round-là, et tu as fait le travail. Ou non, tu peux le perdre, tu as gagné. Et si tu te trompes? Donc, non, c'est trop de responsabilité. C'est surtout que ce lien qui t'unit à un fighter, il est important, mais ça reste une corde très fine. Donc, si tu la casses, cette corde, après, c'est compliqué de revenir. C'est un des rares sports au monde qui est comme ça, Aldric. Et je parle des sports de combat de façon générale. Le footballeur, à 10 minutes de la fin, il sait combien il y a. Le basketteur, à 5 minutes de la fin du 4e quart, il sait combien il y a. Et s'il doit prise de rattraper ou machin. responsabilité. Le fighter, il ne sait pas. Il est à poil. C'est pour ça, moi, je suis assez militant de cette règle. Ça peut être ça, mais ça peut ne pas être. En vrai, ça devrait être logique. On est quasiment un des seuls sports au monde où on ne sait pas où on en est. Tu vois, où tu sais pas. Tu vogues comme ça sans trop savoir. Et moi, je pense que c'est quelque chose de largement faisable, qui donnerait lieu à aucun changement au final. La carte des juges, t'en donnes une de plus à un mec en régie télé qui le met. T'as même pas besoin d'informer le coin en fait. Tu mets juste ça au mec qui s'occupe des montages TV. À la fin de chaque round, il met le scoring en affiché et le juge et le coach qui veut savoir, il lève la tête sur l'écran de contrôle. Point. Et ça, il n'y a aucune modification. On en a eu une en championnat du monde, des poids très très légers. C'était les poids, c'est pas les minimums, c'est 108, donc c'est les light fly. C'était contre un ancien adversaire de Kelchiro Canizales contre un local, un thaïlandais. C'était en décembre dernier, pendant que j'étais en vacances. Alors le problème, c'est que quand tu as un open scoring et que c'est une dinguerie, c'est-à-dire que l'open scoring te montre que les juges sont en train de faire n'importe quoi, ça nous a... Je me souviens très bien avec mes potes de boxe sur Twitter, en fait, ce combat nous a rendu fous, alors que ça aurait été un combat où on n'aurait pas trop réagi. Mais je te le présente à l'envers. Dès le 4e round, on était « What ? Qu'est-ce qui se passe ?» tu vois. T'as un open scoring en ta défaveur. Tu peux t'énerver, ça c'est une chose, mais tu dis à ton fighter, rentre pour le finir au 3e. Après... Oui, on sait qu'on est en train de se faire enfler. Au moins, tu peux tenter ta chance. Je veux dire, c'est pas t'arrives à la fin, tu crois que t'as gagné, il y a une dinguerie. Parce que là, tu as des regrets. Tu dis, mais attends, je me suis économisé les 2 dernières minutes, j'aurais peut-être pu. Ouais, là, tu fais. Tu vois, après, ça n'empêche pas de faire une réclamation et de te révolter contre les gens qui ont fait des fautes s'il y a lieu de le faire. Mais au moins... gros, il y a 2 rounds d'écart, là, il faut finir. Ouais. Ah, ok. Et peut-être que le mec sur le catch control, il va tenter un leg lock qu'il aurait jamais fait avant, tu vois. Au moins, tu vas vraiment dans ta tête, tu sais que tu dois finir, sinon t'as perdu. Tu sais, ce coup près, il peut bloquer les fighters, ou il peut aussi les surmotiver et qu'ils fassent une dinguerie, tu vois. Donc, je pense vraiment que ça pourrait faciliter beaucoup de choses et au moins, tu sais où t'en es. 2 points sur le Pride et on va conclure là-dessus. Tu gardes un round de 10 minutes ? C'est un truc qui te paraît une idée bête ou... Moi, j'aimais bien. Après, il faut quand même... Aujourd'hui, j'en parlais en début d'émission, nos anciens, ils n'ont pas fière allure. La grande majorité des mecs qui ont combattu, l'addiction, elle est plus compliquée. L'élocution aussi, ils ont pris des coups, ils ont des soucis de santé. Alors, oui... On parlait de... Le Pride, c'est l'époque 2000-2006. Après, ça a été racheté par Zuffa début 2007, si je dis pas de sottises. Il y a cette fracture de 2007 à 2015-2016 où il n'y a pas de contrôle antidopage. Puis ça arrive avec l'USADA juste après Hendrix Saint-Pierre, si je ne dis encore pas de bêtises. Donc, on sait que les anciens de ce sport, ils prenaient peut-être des trucs qu'il fallait pas prendre, ils ont pris des coups qu'il fallait pas prendre, les examens médicaux n'étaient pas les mêmes. Moi, toute ma génération, on a combattu sans même un test HIV, tu vois. Ouais, c'est une folie. Moi, j'ai souvenir, la seule fois que j'ai pas dormi la nuit, c'est après un combat contre Fabricio Nascimento. Parce que il m'avait perdu 1 litre de sang sur le corps et que je savais pas. T'avais aucune chance de savoir si le mec. J'attendais les 3 mois parce qu'à l'époque, il fallait faire 3 mois avant d'aller faire un HIV, tu vois. Quand on y pense, c'est. C'est lunaire, mais on parle de ça. Et j'ai pas 70 ans, j'ai 40 balais, Alex. Donc, tu vois, c'est pas très vieux. Donc, ce sport a changé très vite et en très peu de temps. Donc, il faut s'adapter. Moi, je vois cette adaptation qui commence par ça, avant de parler des juges professionnels ou pas. Et je me dis que ce round de 10 minutes, pour le spectacle, il est bien. Est-ce que pour l'intégrité physique des athlètes, parce que le Pride, moi, je suis comme toi. L'avantage, c'est qu'il n'y aura pas de stomp et de penalty kick. C'est ça. Moi, je suis un nostalgique de cette époque. Les entrées, les petits films et tout ça. Mais d'un autre côté, les pesées, il y avait des pesées qui se faisaient 48 à 72 heures avant. Il n'y avait pas de contrôle antidopage. C'était quand même. Est-ce qu'on a envie de tout ramener ou est-ce qu'on doit juste garder une certaine nostalgie? Je sais pas. Et ce round de 10 minutes. Peut-être que ça raconte juste une époque, en fait. C'est ça. Ouais. Et peut-être que ce round de 10 minutes, il peut menacer Je veux dire, c'est comme quand tu regardes un match de foot ou même de basket des années 2000 et que tu le retranscris aujourd'hui. Physiquement, c'est des machines de guerre aujourd'hui, les mecs. Donc, les mettre dans la cage pendant 10 minutes avec les. Parce que, OK, il n'y a pas les stompes.
Mais ces 6-12 en coude, ils peuvent être très très dangereux. Parce qu'on sait en plus que maintenant, ils peuvent être faits sur le front, ils peuvent être faits sur l'oreille. Si tu as la top position au bout d'une minute, il y a 9 minutes C'est à ça, prendre des... tu vois. Donc, je pense qu'il faut le garder comme fantasme et que ça nous remémore des souvenirs de ce Pride. Et je suis pas persuadé qu'il faille le remettre aujourd'hui. Par contre, il y avait un point intéressant, et je t'en ai parlé quand j'ai préparé l'émission. C'est que moi, je me suis dit à un moment, en préparant le truc, mais attends, c'était quoi les critères du Pride pour juger le combat à la fin dans son entièreté? C'était quoi par rapport aux critères dont on vient de vous expliquer là sur le damage? Donc je les ai notés parce que c'est intéressant, Aldric. Le damage, les dégâts faits à l'adversaire, c'est pas numéro 1, c'est numéro 2 dans les règles du Pride. La règle numéro 1, donc dans l'ordre d'importance de ces règles, c'est, je cite, The effort made to finish the fight via KO or submission. L'effort réalisé pour finir le combat, que ce soit par KO, par soumission. Et je trouve que ça paraît beaucoup plus clair, en fait. C'est intéressant. Et en fait, c'est plus. En fait, ça change pas grand-chose. L'agressivité est 4e. 5e même, excuse-moi. Et comme ça, je te donne la parole après. Le 3e, c'est les combinaisons debout et le contrôle au sol. Donc, tu vois, le contrôle au sol repasse assez haut. Numéro 4, c'est les takedowns et la takedown defense. Donc, tu vois, pas la défense globale, mais les takedown defense, tu l'as dit, c'est quand même le point en défense qui est hyper important. 5e, agressivité. La 6e, c'est pour le trip du Pride, c'était le poids. Au cas où il y ait plus de 20 livres d'écart, c'était le poids qui décidait à la fin. Mais c'est intéressant la façon dont ils l'ont construit. C'est peut-être plus facile à apprécier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je te fais tomber en début de round et que tu tentes 4 tentatives de finalisation, il y a des juges qui sont encore capables de me mettre moi parce que j'étais au-dessus. Donc, en fait, ces critères, ils donnent peut-être une meilleure compréhension de ce qui se passe. Mais parce qu'en vrai, c'est celui qui est en dessous qui a fait les 4 tentatives de soumission. Mais je vais encore te dire, ça a ses limites. Si tu prends un mec de l'anglaise, est-ce qu'il est capable de comprendre que sur une omoplata, il y a un risque? Ou est-ce que pour lui, c'est juste une transition? C'est ça le problème, en fait. Le problème majeur aujourd'hui, c'est que que tu mettes un truc en 1, en 2 ou en 3, il y a une compréhension, mais si le combat, il est très, très serré. Mais dans la globalité, il faut avoir les gens pour apprécier. Alors, un triangle, un mec de l'anglaise, il sait que ça étrangle? Ou pour lui, c'est juste une transition, tu vois? Donc, en fait... Tant que t'as pas des vrais juges pro... Exactement. Comprendre. Parce que une clé de bras d'en dessous, alors si elle est au-dessus, tu comprends que le bras il est en extension. Mais le mec il est en dessous, il commence à monter sa garde escalier, il va attaquer en clé de bras. Un mec de l'anglaise, il comprend pas quel danger là. Tu vois? Est-ce que si le mec il tire son coude, pour lui c'est pas juste un scramble, tu vois? Donc pour pouvoir aller dans des situations comme ça pointues, il faut une connaissance du grappling, il faut une connaissance de la lutte qu'aujourd'hui 80% des juges n'ont pas. J'ai aucun doute pour revenir dessus qu'Adelaide Byrd n'a aucune idée. Je sais pas si Adelaide elle s'est montée une garde escalier. Hein. Zéro. Elle s'est montée les escaliers peut-être, mais pas la garde escalier. Là, elle a vraiment pas vu comment un combat de boxe se déroulait parfois. J'ai pas envie d'être traité de misogyne, donc on va tout de suite basculer avec un autre garçon. J'ai tout pris pour Adelaide Byrd. Sol d'Amato non plus. J'ai tout pris sur Adelaide Byrd, j'assume. Et je continuerai. Il faut faire quelque chose contre ça. Comment on conclut l'émission, Aldric? Déjà, c'est cool. J'adore ce Jab Culture. On va adorer parce que c'est le genre de discussion qu'on aime bien. Parce que, en plus, ça repose sur les méninges d'Alex qui me trouve toujours des sujets hyper intéressants. D'ailleurs, la semaine prochaine, ça va être dur, Alex. J'espère que tu as fait tes devoirs. T'inquiète pas, on fait les devoirs. Mais ça, c'est hyper intéressant parce que ça colle à l'actualité. Je veux dire, des erreurs, il y en a tout le temps et on peut pas tout révolutionner d'un claquement de doigts. Non, et je pense que l'adaptabilité, elle va par petites touches. Et on a mis quelques pistes intéressantes. C'est une réflexion globale. Mais c'est ma dernière question, c'est celle-là et je te répondrai moi après. Qu'est-ce que tu ferais si tu pouvais faire 2-3 trucs? Tu vois, après notre résumé global, là, qu'est-ce que tu mettrais en place pour améliorer? On peut pas rendre un système parfait, ce sera toujours imparfait, c'est du jugement humain. Mais qu'est-ce que tu ferais pour améliorer si tu avais 2 points ou 3 points à noter? Ouais, 2 points me suffisent très bien. Moi, je te dis, au risque d'être redondant, un peu plus de lisibilité, c'est-à-dire qu'il faut que le mec qui écrive et se mouille un petit peu plus pour qu'il y ait une meilleure compréhension de ce qu'on attend, en 1, et en 2, l'open score. Déjà, si on arrive à faire ça, je pense qu'on règle des problèmes. On règle pas tout, hein, mais on règle des problèmes. Et ça, c'est le temps de 2-3 ans de mettre en place une réelle commission mondiale. Alors quand je dis ça, on va dire, mais Aldric, ça n'existe pas. Si, commencez pas, ça existe. Aujourd'hui, Godard, il a un laissez-passer, il peut arbitrer partout ou quasi partout. Donc ne commencez pas à me dire ça n'existe pas, ça existe. Aujourd'hui, les arbitres qui font partie de l'équipe de Godard, ils ont mainmise dans 90%, voire même 99% des pays où l'UFC va. Donc ça existe. On commence pas, c'est comme ça que ça se passe. Donc je pense que si déjà on change ces 2 petits trucs, qu'on se donne 2 ans pour former des fighters pro à devenir juges professionnels et qu'on instaure ça 2027, 2028, je pense qu'on a bien avancé sur le sujet. Bah moi je te dirais, je te rejoins sur celui-là, juge professionnel, formé pour, quitte à prendre quelques années où on dira, bah voilà, pendant quelques années, on reste avec ce qu'on a, on fait avec ce qu'on a. Et à partir, comme tu dis, de telle date précise, 1er janvier, je sais pas, c'est que ces mecs-là qui jugeront, et partout dans le monde, ils suivent le cirque.
vraiment du MMA, et c'est eux les pros, qui ne jugent aucun autre sport de combat. Ils sont des juges de MMA. Ils ne vont pas faire de la boxe le week-end, puis du kickboxing celui d'après. Est-ce que l'équipe de Godard, elle fait du pied-point d'anglaise? Pas du tout. Non, impossible. Tu vois, t'es juge de MMA. Et je garde quand même le jugement sur l'intégralité du combat. Mais avec attention, c'est pas avec faux. Pas de round de 10 minutes, hein. Avec 5-5-5. Avec des arbitres, avec des juges professionnels, ça a du sens ce que tu dis. Je dis pas que c'est pas bon, hein, qu'on se comprenne bien. Je dis que avec la perception actuelle des juges, ça leur donnerait un passe-droit et un sauf-conduit qui serait dangereux. Mais sur des juges pros, je suis pas en opposition avec toi. Hein. Et j'ai un dernier point qu'on n'a pas noté depuis le début. Les juges ont une obligation de venir expliquer une décision devant les médias. En conférence, ça devrait presque être obligatoire. Ce qui n'existe pas aujourd'hui. C'est vrai. Ça devrait être obligatoire. Alors on dit ça pour qu'ils restent dans l'anonymat, mais ils sont pas dans l'anonymat. C'est toujours les mêmes qui jugent. Tu vois, donc c'est bien. Tu vois, c'est pas comme des jurés dans un tribunal. C'est toujours les mêmes. Donc il y a aucun anonymat. Les juges dont on citait depuis tout à l'heure là, les D'Amato Bird, vous tapez sur Google, vous allez voir leur tête. Hein. Enfin, tu vois, ils sont pas du tout. C'est pas comme s'ils étaient inconnus. Il faut être capable de s'expliquer et d'expliquer tes choix en vidéo si besoin, parce qu'ils abusent trop. Il y a trop de répercussions sur la carrière des athlètes. Il y a trop de répercussions. Tu dois devoir assumer devant les. Tu vois. Et dans tous les sports, on a eu les débats dans le foot. Tu vois, est-ce que les mecs doivent s'expliquer ou pas? Quand il y a trop d'enjeux comme ça, bah évidemment, tu joues trop la vie des mecs. Ne serait-ce que pour comprendre leur perception. Là, j'ai fait ça parce qu'au moins, tu as compris comment ils raisonnaient. Ça a du sens ou ça n'en a pas, mais au moins, tu as une théorie, tu vois. C'était le 18 de l'époque pour Grasso contre Shevchenko. Je me souviens très bien de Shevchenko dire qui viennent s'expliquer. Qui viennent nous expliquer par A plus B comment il arrive à donner 18 à Alexa. Mais ils le font pas, je suis d'accord. Il le fera pas parce qu'il savait qu'il passerait pour un con. On est d'accord. Juste. C'était passionnant. N'hésitez pas en commentaire, Aldric, sur ce genre de débat, à nous donner toutes vos propositions. Qu'est-ce que vous changeriez en scoring? Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Pas d'accord? On est prêt à débattre de tout ça. Et puis, s'il y a plein d'idées qui ressortent, on fera peut-être un deuxième épisode si on voit dans les commentaires assez d'idées pour avoir d'autres... Ouais, parce que c'était bien cool à mettre en place. Là. Moi, j'ai plaisir à travailler, tu vois. Et on reviendra dans Jab Culture souvent avec ce genre de débat qui va nous passionner et nous faire parler pendant des heures. Et nos amis à la Real, Rock notamment, qui va nous dire mais ils arrêtent pas de parler tout le temps. C'est parce qu'on aime ça, Rock. On est passionnés. Merci beaucoup à tous. Merci Aldric. On se retrouve la semaine prochaine pour Aldric Canerby et Jab Culture comme d'habitude. Salut à tous. À bientôt sur Jab Life. Ciao, ciao.